Nous sommes le 6 juin 1944. L'aube pointe doucement son nez en ce mardi matin. La tempête, qui dure depuis plusieurs jours, semble enfin se calmer, contrairement aux prévisions météo de la Luftwaffe. Toutefois, cette nuit, une autre tempête s'est déclenchée en Normandie. De nombreux parachutages alliés ont été signalés et des combats sporadiques se sont engagés. Tandis que la brume matinale se lève doucement, les troupes allemandes sont prises de stupeur. Des milliers de navires, de toutes catégories, de toute taille, apparaissent dans les jumelles des gardes-côtiers. La Normandie venait de connaître son dernier jour de calme. Avant de nous plonger dans cette nuit du 6 juin 1944, je vais vous présenter le partenaire de cette vidéo. Les éditions OREP, maison d'édition française, publient depuis 1994 des ouvrages ancrés sur le territoire de la Normandie. Naturellement, les ouvrages sur la Seconde Guerre mondiale et le débarquement occupent une place de choix dans le catalogue. Et c'est l'un de ces ouvrages qui m'a beaucoup aidé pour préparer ma série sur le débarquement. Le livre de Marc Laurenceau, Jour J, heure par heure, est un livre richement illustré, permettant de vivre les événements au plus près des actions, heure par heure. Le site des éditions OREP permet aussi de se faire livrer nos commandes rapidement en France, mais aussi à l'international. Avant de partir en Normandie, pensez à vous abonner pour soutenir cette chaîne et les prochaines vidéos sur le débarquement. N'hésitez pas à laisser un commentaire sur la vidéo. Dans les plans finaux du Cossack au mois de décembre 1943, la plage de Juno est en plein centre du dispositif anglo-canadien. Elle a pour objectif central un débarquement massif sur les villes balnéaires de Courseulles-sur-Mer et de Bernières-sur-Mer. Le front s'étend à l'est jusqu'à la ville de Saint-Aubin-sur-Mer et à l'ouest jusqu'au village de la Rivière. Un point anecdotique est que la plage de Juno n'avait pas ce nom à l'origine. Les Anglais ont nommé leur plage selon des poissons, goldfish, swordfish, et utilisent finalement les diminutifs gold et sword. Pour les Canadiens, c'est jellyfish. La méduse qui est choisie, sauf que le nom de code final se trouve être Jelly. Jelly, la fameuse gelée anglaise. Le général Montgomery est réticent vis-à-vis du nom de code, et même Churchill trouve cela ridicule. Le nom est finalement refusé, et selon la légende, un certain lieutenant-colonel canadien Donnay propose le nom de son épouse, Juno. La plage de Juno fait près de 9 km et est divisée en deux secteurs. Le secteur Nannes, entre Saint-Aubin-sur-Mer et Courseulles-sur-Mer, avec Bernières-sur-Mer comme objectif central, et le secteur Mike, plus petit, entre Courseulles-sur-Mer et le village de la Rivière. La rivière de la ville, la seule, sert de séparation entre le secteur Mike et le secteur Nannes Green, qui se trouvent tous les deux à Courseulles-sur-Mer. Le grand secteur Nannes est divisé en couleurs d'identification, green pour le côté droit, white pour le centre et red pour le côté gauche. Le petit secteur Mike, lui, n'a que deux couleurs d'identification, green pour le côté droit et red pour le côté gauche. Ces secteurs doivent d'abord être sécurisés par les troupes du génie. S'ensuit un assaut blindé amphibie composé de chars Sherman M4DD duplex drive, mise à l'eau avant l'assaut et un débarquement par LCT des Hobart Funny. Pour en savoir plus sur les Hobart Funny, je vous encourage à aller visionner la vidéo sur Sword Beach où leur action a été déterminante dans le succès du débarquement. Et enfin, plusieurs vagues d'assaut d'infanterie pour briser le dispositif de défense et submerger l'ennemi. L'infanterie doit, une fois la défense côtière neutralisée, avancer dans les terres selon 3 vecteurs de progression, définis en fonction des objectifs de la journée. Elles ont pour code U, Helm et Hawk. La ligne U, c'est sécuriser les villes de Courseulles-sur-Mer et Bernières-sur-Mer jusqu'à Saint-Aubin-sur-Mer. Bernières-sur-Mer servira alors de QG pour le major général Rodney Keller et sa 3e division d'infanterie canadienne. Puis élargir la tête de pont vers Gold et Sword Beach pour faire la jonction avec les Britanniques. De chaque côté des secteurs, les Britanniques ne sont qu'à 1,5 km et 3 km. La ligne Helm s'étend de la ville de Creully vers Pierrepont et jusqu'au sud de Colombie-sur-Tarn et Angarny, ainsi que la ligne de chemin de fer Caen-Douvres-Saint-Aubin-sur-Mer. La ligne Hawk correspond à la ligne de chemin de fer Caen-Bayeux. L'objectif est de prendre l'aéroport de Carpiquet un peu plus au sud de cette ligne, avec le renfort des Anglais de Sword Beach, une fois la jonction faite avec eux. Entre Isigny et Rouen, c'est la 716e division d'infanterie qui doit défendre cette côte.
La division est une division statique, c'est-à-dire qu'elle doit défendre des points fixes, les Winterstandneef comme évoqué de nombreuses fois dans mes vidéos précédentes. Seuls quelques bataillons cyclistes et d'autres légèrement motorisés sont plus mobiles. Composée à la base de 17 000 hommes, dès son arrivée en Normandie, elle n'est plus composée que de 7 500 hommes, vieux ou prisonniers de guerre. C'est donc la 716e qui défend seule la zone de Juno Beach, soit seulement environ 1500 hommes sur les 7500 de la division. Mais sur Juno Beach, la qualité des hommes est meilleure, surtout le 441e Ost Battalion, composé de Russes qui ne céderont que face au surnombre des Canadiens. C'est aussi entre Courseulles-sur-Mer et Creuilly que se trouve l'entièreté du 2e bataillon de grenadiers du 726e régiment avec son QG, ainsi que le 2e bataillon de grenadiers du 736e régiment dans la profondeur de Bernières-sur-Mer. Les grenadiers sont les régiments les mieux équipés de la 716e division d'infanterie et leurs troupes ont un meilleur moral. On compte près de 500 mitrailleuses MG34 et surtout MG42 à leur disposition. Plus au sud, la 21e Panzer fera également une incursion entre Juno et Sword Beach en fin d'après-midi, mais elle se concentrera surtout sur la menace britannique de Sword Beach. Pourtant, la compagnie d'éclaireurs de la 21e Panzer de l'Oberlieutenant Bratz est positionnée à Queyron. Ils sont en plein dans le dispositif de Juno Beach. Mais la prise des ponts de Bénouville à minuit met la compagnie en branle pour aller déloger le commando anglais. L'Oberlieutenant Bratz ne prend que la moitié de sa compagnie, car la situation est trop confuse pour prendre tout le monde. La liaison se fera avec des agents de transmission équipés de motos, les moyens de transmission restant à Queyron. Sans moyens de communication, ce détachement ne prendra aucune initiative vu que ses meilleurs officiers combattent le long de l'Orne. Elle rejoindra le rassemblement de la 21e Panzer avant l'assaut entre Sordes et Juno en fin d'après-midi. En remontant la côte de Saint-Aubin-sur-Mer vers Courseulles, il y a des points de défense suivants. Le WN-27 à Saint-Aubin-sur-Mer est composé de mitrailleuses et d'un canon de 50 mm sous abri bétonné. Le WN-28 à Bernières-sur-Mer est défendu par la 5e compagnie du 2e bataillon du 736e régiment d'infanterie. Il se compose d'un canon de 50 mm, de plusieurs mitrailleuses et plusieurs mortiers. Les WN-29 et 30 à Courseulles-sur-Mer se composent de 2 canons de 75 mm, d'un canon de 88 mm et d'un canon de 50 mm. Tous sous abri bétonné. Ils sont renforcés par plusieurs mortiers et mitrailleuses. Ce sont les points les plus forts de ce côté-ci de la côte, et les WN sont aussi appuyés par le STP-31. Le STP-31 se trouve en arrière de la plage de Grès-sur-Mer et est le poste de commandement de la 7e compagnie du 2e bataillon de grenadiers du 736e régiment d'infanterie. On y trouve un poste d'observation avec coupole et poste de commandement souterrain, ainsi qu'un canon de 75 mm et de 2 canons de 50 mm renforcés par des mitrailleuses et des mortiers. Le WN-33A à Grès-sur-Mer sur la plage est encore en construction au moment du débarquement. Il contient quand même un canon de 88 mm et 2 PAC 50. Chaque plage ayant en plus un mur anti-char barrant l'accès de la plage à la ville. Dans l'arrière-pays, les défenses ne sont constituées que de quelques points de blocage. Seule la batterie d'artillerie codée WN-28A, composée de 4 canons de 100 mm au sud de Bernières-sur-Mer, à côté du village de Bény-sur-Mer au lieu-dit du Moulin, et le WN-23 à Tailleville sont des points de forte défense. La campagne normande entre Juno et le point Hawk sur la ligne de chemin de fer Cambayeux semble bien faible par rapport aux Britanniques de Sordes. Un point important du débarquement de Juno est que celui-ci a globalement suivi le plan défini à l'avance et, de ce fait, est très bien documenté. Comme prévu, pour chacune des plages du débarquement, la préparation de la destruction des défenses se compose d'un raid aérien au petit matin et d'un bombardement naval qui commence 2 heures avant les vagues d'assaut. Les avions se présentant face à la plage ne sont pas efficaces en précision contrairement à Utah Beach qui longeait la plage. Pour le débarquement naval, les conditions météo de la mer face à Juno sont très mauvaises. La houle de la tempête du jour précédent n'est pas encore terminée et perturbe la précision des navires. Il est estimé que seulement 18% des défenses sont détruites par la préparation aérienne et navale. À H-20 les troupes du génie composées d'hommes grenouilles se lancent à l'assaut des défenses de plage. Malheureusement, ce qui a bien fonctionné à Sword Beach est ici une catastrophe. La côte, composée de nombreux rochers combinée à la houle de la tempête, empêche la création de couloirs sûrs à travers les défenses. Une partie des LCA du génie s'éventre sur les rochers non balisés. Le commandement laisse ainsi beaucoup plus de temps que prévu au génie pour ouvrir ces couloirs tant bien que mal.
Ces 20 à 30 minutes de répit permettent aux Allemands de reprendre leurs esprits et de mettre les défenses côtières en ordre de marche pour accueillir les Canadiens durant leur approche. Le premier feu sera terrible, mais de courte durée. Quand la vague des Hobards-Funis est lancée, elle est accueillie par les tirs de canon des WN. Cela, couplé à la houle, aux rochers et aux couloirs mal dégagés, 90 chaloupes de débarquement sur 306 sont détruites avant même de toucher terre. À cause de la houle, les Sherman DD sont mis à l'eau en retard, mais beaucoup plus proches de la plage que prévu. Certains sont même débarqués en fin de compte à même la plage. Cela va les sauver, à contrario des Sherman DD d'Omaha qui, à l'exception de 2, finiront au fond de la Manche. Ce choix pour les blindés à Juno est finalement pertinent, car ils seront déterminants sur certains points chauds. Mais sur l'ensemble des secteurs Mike et Nan, la première vague d'assaut blindé pour nettoyer les plages est un échec total. L'infanterie canadienne arrive donc seule face aux défenses allemandes en bon ordre de marche, sans aucun soutien blindé. Le secteur Mike, la 7e brigade est la première à toucher terre. Elle se compose des régiments Royal Winnipeg Rifle, des Regina Rifles, du 6e Canadian Armored Regiment dénommé First Hussars pour le soutien blindé, et enfin des Canadian Scottish. Prévu normalement à 7h35 sur Mike Reid, la compagnie B des Royal Winnipeg Rifles touche la plage à 7h49 face au WN-29. Le support blindé des Royal Winnipeg Rifles, le First Hussars, arrive sur la plage avec 6 minutes de retard, quasiment en même temps que la vague de la compagnie D des Royal Winnipeg Rifles, et elle arrive à 7 minutes dans les temps prévus. C'est donc un feu concentré qui tombe sur la compagnie B qui n'a d'autre solution que de courir au milieu des mines, des piquets et du feu allemand jusqu'au pied du mur anti-char. Les pertes sont très nombreuses. Les chars DD et le support des chars Havre du First Hussars, déposés à même la plage, arrivent quasiment en même temps que la seconde vague à 7h55. Les mortiers de 290 mm des Havre, additionnés aux Sherman, arrivent à détruire les défenses des Allemands. Le mur anti-char est percé et permet à la compagnie B des Royal Winnipeg Rifles de s'infiltrer dans Courseulles-sur-Mer à 8h05. Positionnée un peu plus à l'ouest que la compagnie B, la compagnie D fait face à une défense légère et s'en sort mieux. C'est pour cette raison qu'est déroutée vers eux la section A du 6e fil de compagnie Royal Canadian Engineer. Son but, déminer le plus rapidement la plage vu que les chars crabes ont été coulés et ouvrir des couloirs de sortie de plage. La compagnie D prend alors d'assaut le canon de 75 mm au bout de Mike Reid, avant de se rendre compte qu'il a été détruit par le bombardement. La compagnie D rentre dans Courseulles-sur-Mer vers 8h et progresse prudemment. Dans le secteur Nan Green, à l'est de Courseulles-sur-Mer, les Regina Rifles débarquent à 8h09. Ayant été retardés, les chars du First Hussars affectés à ce secteur n'ont touché terre qu'à 7h59. Et ils font face à une défense allemande en place. Le canon de 88 mm et les 2 canons de 75 mm font un carnage dans les blindés. Quand arrive la compagnie A des Regina Rifles, les défenses allemandes sont toujours en place et les mitrailleuses balayent la plage. Les hommes sont tués directement dans leur chaloupe. Les chars parviennent quand même à détruire d'abord les canons de 75 mm, puis enfin le canon de 88. Des brèches sont ouvertes dans le mur et les Regina Rifles s'infiltrent dans l'est de Courseulles-sur-Mer. La compagnie B débarque au bout de Nan Green à 8h15. Elle est dans le secteur le plus à l'est de Courseulles. Celui-ci a une défense plus légère et les Canadiens prennent rapidement plusieurs bâtiments. C'est à 8h30 qu'arrivent les Canadian Scottish sur Mike Green. Ils sont rapidement cloués sur place par les mortiers venant du STP-31 de Grey-sur-Mer et du WN-33A. Ils mettront 1 heure pour sortir de la plage et commencer leur progression vers les Anglais de Gold. Dès le premier feu engagé, les réserves des différents régiments sont transférées dans les chaloupes. Ils débarqueront sans trop de problèmes, ajoutant une pression sur les Allemands. À 8h35, les compagnies C et D du Regina Rifle Regiment débarquent sur Nan Green et prennent d'assaut à leur tour la commune de Courseulles-sur-Mer. Le débarquement des chars amphibies duplex grave de l'escadron B du First Hussars permet d'augmenter la puissance de feu des Canadiens. Le WN-29 est progressivement mis hors d'état de nuire, avec des tirs directs effectués par les chars canadiens. Seule la compagnie D des Regina Rifles est retardée car ses LCA sautent sur des mines. Seulement 49 hommes toucheront terre. À Courseulles-sur-Mer, le Royal Winnipeg Rifle fait face à une résistance importante, d'autant plus qu'il est sous le feu d'un autre point d'appui allemand situé à Grey-sur-Mer, le STP-31. De nombreux tireurs isolés gênent considérablement la progression dans la localité. La progression dans les terres commence
alors que la ville de Courseulles-sur-Mer n'est pas entièrement sécurisée. La totalité de Courseulles-sur-Mer sera sous contrôle canadien, seulement en fin d'après-midi. Dans le secteur Nain de Bernières-sur-Mer, c'est la 8e brigade canadienne qui doit prendre la ville. La 8e brigade se compose des régiments Queen Hunts Rifle, du North Shore Regiment, du 10e Armored Regiment dénommé Fort Garry Horse pour le soutien blindé, et enfin les Québécois du régiment de la Chaudière. Le commando anglais du 48e Royal Marines Commando est aussi de la partie. Dans le secteur Nain White, le débarquement était prévu à 7h45 à Bernières-sur-Mer. Mais comme sur Courseulles, la houle, les conditions difficiles et la défense allemande en place retardent l'arrivée des bataillons canadiens. Les Queen Hall Rifles sont les premiers à arriver sur la plage à 8h12 et ils font face à l'un des points forts du secteur, le WN-28. La compagnie B aurait dû débarquer à 200 mètres sur la gauche du WN-28, mais un courant de travers a mis les LCA pile en face des mitrailleuses. Les hommes tombent dès la sortie des chaloupes. Et là aussi, le support blindé a du retard, car les tanks du 10e Armored Regiment, eux, sont sur la bonne plage à 200 mètres à gauche de l'infanterie. Cependant, un des LCA de la compagnie B, s'étant échoué plus à l'est du gros des troupes, débarque ces hommes qui ont la possibilité de flanquer le WN-28 avec les tanks et de détruire un point d'artillerie. La compagnie A, sur la droite du WN-28, rencontre moins d'opposition et perce rapidement la digue et les barbelés. Mais il souffre des tirs de mortier et des snipers cachés dans Bernières-sur-Mer. Ici aussi, l'appui blindé est inefficace. Les tanks du Fort Garry Horse ont débarqué trop loin de la plage pour appuyer l'infanterie quand elle en avait besoin. Cependant, l'arrivée des tanks aidera l'infanterie à sécuriser plus aisément Bernières-sur-Mer. Dans le secteur Nain Red, les compagnies A et B du North Shore Regiment débarquent à 8h10 à l'ouest de Saint-Aubin-sur-Mer. La plage n'est malheureusement pas nettoyée et les défenses allemandes du WN-27 n'ont pas été touchées par les bombardements. Les deux compagnies doivent donc parcourir plus d'une centaine de mètres de plage sous le feu ennemi. De plus, la compagnie A est coincée dans un champ de mines et souffre des mortiers. Cependant, la compagnie B parvient à passer la digue et les barbelés. En arrière du débarquement d'infanterie, les Sherman du Fort Garry Horse et les Havre du 80e Assault Squadron Royal Engineer débarquent en soutien du North Shore Regiment. 4 chars sont détruits avant que le PaK 50 allemand soit mis hors de combat par l'infanterie qui a pu passer des barbelés et prenne de flanc les défenses. À 8h30 est déployée sur Nain White et Red la réserve composée du régiment de la Chaudière et des compagnies de réserve des Queen Hunts Rifle et des North Shore. Tandis que le régiment de la Chaudière arrive sur Nain White, les LCA de la compagnie A de la Chaudière tombent sur des mines et des obstacles. La quasi-totalité des LCA coule avec le matériel du régiment. Les hommes doivent nager sans équipement jusqu'à la plage. Le reste des Sherman des Fort Garry Horse arrive en même temps et ce soutien permet de percer les défenses de Bernières-sur-Mer, permettant de prendre à revers le WN-28. Bernières-sur-Mer est complètement sécurisé en fin de matinée. C'est là que le major général Rodney Keller monte son QG à proximité du château de Sémilly à 12h45. À Saint-Aubin-sur-Mer, la situation est plus sérieuse, mais l'arrivée de la réserve, composée des compagnies C et D des North Shore Regiment, permet de progresser dans la ville fortement défendue. Saint-Aubin-sur-Mer sera entièrement sécurisé vers 18h. À 8h55, le 48e Royal Marine Commando, commandé par le lieutenant-colonel Moulton, débarque face à Saint-Aubin-sur-Mer sous un feu nourri. Et il s'engage rapidement dans cette commune, sans s'occuper des défenseurs, pour progresser sans se laisser retarder en direction de Langrune-sur-Mer, son premier objectif. Malheureusement, ils ne savent pas que le débarquement de Sword Beach a été réduit seulement à la plage de Queen. Les supports devant venir de Sword Beach sur Langrune-sur-Mer ne sont pas là. Le WN-26 leur résiste, 40% des hommes sont mis hors de combat. Les renforts venant de Saint-Aubin-sur-Mer ne suffisent pas à prendre le point de défense allemand. Les Allemands placent alors une défense d'arrière-garde pendant qu'ils évacuent la ville en soirée et retraitent dans la brèche entre Juno et Sorgue. Les défenseurs tiendront jusqu'au 7 juin au matin. Devant les informations qui remontent vers le commandement, l'artillerie de la 9e brigade est envoyée vers Bernières-sur-Mer. Les 14 et 19e Army Field Regiment Royal Canadian Artillery arriveront à 9h10 et 9h25 en support de la 8e brigade. La majorité des canons seront opérationnels vers 11h. Le régiment de la Chaudière, manquant d'équipement, progresse trop lentement. Il lui est donc envoyé l'infanterie de la 9e brigade qui arrive sur Nain White à 11h40.
Mais la plage est engorgée et les Glengarry Highlanders n'arrivent pas à sortir de la plage qui reste sous le feu des mortiers allemands cachés dans la campagne. La ligne d'objectif U est remplie vers midi alors que les villes ne sont pas entièrement sécurisées. Les consignes sont claires, il faut progresser vers le sud rapidement pour atteindre Elm et Hawke. Dans le secteur Mike, les compagnies A et C des Winnipeg progressent vers les Canadiens Scottish, vers Grey-sur-Mer et Vaud. Ils font face au 2e bataillon du 726e Grenadier et au 441e Host Battalion bien à l'abri dans le STP-31 et le WN-33. Grey-sur-Mer va résister jusqu'en début d'après-midi. Dans leur retraite, les Allemands tentent de se regrouper et de mettre en place un front à Sainte-Croix-sur-Mer. Mais ils sont détectés par la compagnie C des Canadiens Scottish, qui opère un mouvement de contournement à l'ouest. Les Canadiens lancent sans hésiter l'assaut et interrompent les préparatifs, coupant ainsi les renforts de Grey-sur-Mer et ceux de Banville. Sainte-Croix-sur-Mer est prise vers midi. Cela va permettre à la compagnie D des Winnipeg, appuyée par l'artillerie mobile, de prendre Banville à 13h10. Les Allemands de Grey-sur-Mer sont encerclés et se rendent ou meurent sur place. Sur Nan Green, les Reginald Rifles progressent rapidement vers Revier, qui est défendu par le 2e bataillon du 736e Grenadier. La commune est enlevée à 12h15, et les Reginald Rifles consolident leur position en attendant les ordres. Dans le secteur Nan, le North Shore Regiment fonce vers l'un de ses objectifs du jour, Tyville. La progression est facile et la ville est atteinte vers 14h. Mais la ville est fortement défendue par le WN-23, commandé par Lopman Deptola dans le bois de Tombette à côté de Tyville. Il faudra 7 heures au North Shore Regiment pour prendre le WN-23, ce qui les empêchera d'atteindre la ligne de chemin de fer d'Ouvrecamp ainsi que la station de radar listée comme objectif pour le 6 juin. Entre le North Shore et les Reginald Rifles, le régiment de la Chaudière qui a perdu une bonne partie de son matériel et les restes des Queen Anne's Rifles sont bloqués au sud de Bernières-sur-Mer. Il faudra l'appui de l'artillerie en place dès 11h pour que la course vers le sud commence. Le régiment de la Chaudière, appuyé par les tanks du Fort Garry Horse, progresse vers le sud au pas de course et atteigne Bény-sur-Mer vers midi. Bény-sur-Mer est défendu par le 736e Grenadier Regiment et le 1716e Artillery Regiment en place dans le WN-28A au lieu-dit des Moulins. La Chaudière lance l'assaut et capture les 4 canons de 100 mm hippomobiles. Bény-sur-Mer sera entièrement libéré à 14h. C'est la situation à 14h35 quand le major général Keller convoque son état-major nouvellement installé à Bernières-sur-Mer. Keller rencontre alors les commandants de la 8e et de la 9e brigade ainsi que ceux de la 2e brigade blindée des 1st Hussards et des Fort Garry Horse. Keller demande alors à la 7e et 8e brigade d'avancer vers la ligne Elm pendant que la 9e brigade se glissera entre les 2 premières afin de capturer la 3e et dernière ligne, Hawke. Pour le North Shore Regiment, bloqué à Tyville, l'attaque sur le radar de Douvres est annulée. Le North Shore va donc prendre Tyville et sécuriser la ville. Au centre, le régiment de la Chaudière des Queen Anne's à Bény-sur-Mer lance une nouvelle offensive plein sud en direction d'Angarny et Colombie-sur-Tarn. Mais la progression s'essouffle car la compagnie B de la Chaudière est toujours bloquée dans la congestion de la plage. La compagnie B dormira à même la plage le soir même. Tandis que la Chaudière fixe les Allemands à Basly, les Queen Anne's les dépassent pour prendre Angarny. Angarny est atteint et sécurisé à 17h30, tandis que Basly est confirmé sécurisé à 18h15. Les North Nova Scotia Highlanders de la 9e brigade ont reçu l'ordre de dépasser le régiment de la Chaudière et de foncer vers la ligne Hawke. Fonçant plein sud à travers la campagne, ils sont fixés par l'artillerie et les mortiers allemands sur la route est-ouest entre Angarny et le château Fontaine-Henry. Mais à 19h, les informations concernant l'attaque de la 21e Panzer Division sur le flanc de la 3e division anglaise arrivent enfin au QG. Le lieutenant-général Miles Dempsey ordonne aux forces de Gold, Juno et Sword de stopper leur avance et d'établir des positions défensives sur leur objectif intermédiaire. À l'ouest, l'après-midi est tendu pour les Winnipeg et la Canadian Scottish qui progressent de Sainte-Croix-sur-Mer et Banville vers Colombier-sur-Seulles, Creuilly et la ligne Elm. Appuyés par le 1st Hussards, ils sont freinés par le combat d'arrière-garde de la 716e division. Les restes du 2e bataillon du 726e Grenadier et ceux du 441e Host Battalion piègent les Canadiens dans leur progression. Il faudra les renforts du bataillon des Brensgun Carrière pour avoir une puissance de feu suffisante pour bousculer les Allemands. Vers 16h, la compagnie D du Royal Winnipeg Rifle atteint Creuilly, accompagnée de 3 Sherman du 1st Hussards.
Arrivant face au château, le lieutenant Jack Mitchell est chargé de sécuriser le pont qui permet de traverser la Seule. Alors qu'il traverse le pont, une mitrailleuse allemande ouvre le feu et tue 2 soldats et touche Mitchell à la main. Bien que blessé et exposé aux tirs adverses, il fait signe au blindé du lieutenant McCormick d'approcher tout en jetant les mines anti-chars protégeant le pont dans le fleuve. Les Sherman s'avancent et appuient les fantassins par le feu. Devenant les cibles des Allemands, les chars manœuvrent aux abords du pont et parviennent à neutraliser la position adverse. Le lieutenant McCormick poursuit sa progression jusqu'à l'entrée du village et fait face à l'église et découvre une position idéale pour un tireur de précision. Le lieutenant ordonne le tir de plusieurs obus de 75 mm en direction du clocher. Un canon de 20 mm allemand ouvre le feu sur le char du lieutenant qui riposte immédiatement et le détruit. Les Winnipeg sécurisent alors le village vers 17h30. Quelques minutes plus tard, les Anglais du 6e bataillon Grant Howard's Regiment et du 4e et 7e Dragon Guard de la 8e Armored Brigade traversent la commune et la sécurisent à leur tour. Les Canadiens poursuivent leur route vers Pierrepont, avec pour objectif Lanteuil. C'est à ce niveau qu'ils recevront l'ordre de se mettre en défense. Après leur prise de Revier, les Regina Rifles se portent en avant vers Taon et leur objectif de Helm, le Fresne-Camille. À 18h, la compagnie B reçoit l'ordre de prendre et sécuriser Fontaine-Henry, tandis que la compagnie C doit se porter en avant vers le Fresne-Camille. Tandis que la compagnie C, appuyée par le 1st Hussards, progresse vers le Fresne-Camille. À 18h30, un canon de 88 mm sur les hauteurs ouvre le feu et détruit 6 Sherman. Bénéficiant des tirs d'appui de plusieurs chars Centaure en position à Revier et équipés d'un obusier de 95 mm, les soldats canadiens reprennent l'avantage. À 19h, la compagnie C s'empare de la commune de Le Fresne-Camille. La ligne Helm est atteinte. La compagnie D vient renforcer la position du régiment qui s'installe pour la nuit à compter de 21h. Après la prise de Cruilly, le lieutenant McCormick profite de la situation et perce la campagne normande avec ses 3 Sherman. Il rencontre une voiture allemande et un point de défense composé de mitrailleuses qu'il balaye sans souci. Il atteint la ligne Hawk et la ligne de chemin de fer Camp-Bayeux. Ils sont les seuls alliés débarqués à avoir rempli leur objectif du jour. Malgré les demandes de renfort pour sécuriser Hawk et prendre Carpiquet, le front se fixe en attendant les informations liées à la 21e Panzer. Ils rebroussent alors chemin vers les lignes canadiennes. La nuit sera calme dans le secteur canadien. Tout d'abord, et vous le savez déjà sûrement, c'est sur Juno Beach qu'a été filmée la seule vidéo live d'un assaut le 6 juin 1944. La caméra était fixée sur le LCA qui appartenait au North Shore Regiment. L'analyse de la vidéo montre que c'est l'arrivée de la réserve des North Shore qui est filmée. On remarquera les marques de soutien entre soldats durant leur débarquement. Ensuite, je pourrais vous parler de Léo Major, le Rambo québécois, et de ses exploits le 6 juin. Mais il mérite une vidéo complète à lui tout seul, vu que le 6 juin n'est au final que le prélude à sa légende. De légende, vraie ou pas, le régiment de la Chaudière parle d'une section de reconnaissance qui va atteindre les faubourgs nord-ouest de Caen, puis aurait rebroussé chemin vers leur ligne sécurisée pour passer la nuit. N'ayant pas de source sûre, je ne l'ai pas indiqué dans le déroulement du jour. Sur Juno, c'est un autre personnage haut en couleur qui accueille les régiments qui débarquent. Le Beachmaster de Juno, Colin Maud, est un Britannique haut en couleur qui accueille de nombreux Canadiens sur la plage. Vétéran de Dunkerque, de Narvik, de la traque du Bismarck et des convois pour Malte et l'Arctique, il est nommé principal Beachmaster de Juno Beach lors du débarquement en Normandie au rang de capitaine par intérim. Le capitaine Maud est chargé de rassembler les troupes, les fournitures et l'équipement à travers la zone de la plage, d'évacuer les blessés et les prisonniers de guerre, de récupérer les épaves et de dégager les obstacles de la plage. Pour avoir accompli ces tâches difficiles sous le feu et pendant plusieurs semaines après, il a ajouté une barrette à sa Distinguished Service Order. Pendant que De Gaulle rencontrait Montgomery, Maud conduisit l'amiral d'Argentlieu, le général Koenig, Gaston Paleski et le colonel Bois-Lambert à Bayeux dans sa jeep pour préparer l'entrée de Gaulle dans la ville. Il est surtout passé à la postérité dans le film de 1962, Le jour le plus long, où il a été interprété par Kenneth More, qui a également servi comme officier de la marine britannique pendant la Seconde Guerre mondiale. Sauf que, dans Le jour le plus long, il est mis Beachmaster de Sword Beach. Winnie, son chien, était en réalité un berger allemand. Mais comme Werner Muscat avait déjà un chien de la même race dans le film, Daryl F. Zanuck a amélioré l'histoire en faisant de Winnie un bulldog anglais.
A noter que Maude a agi en tant que conseiller technique sur le film et a fourni au comédien Kenneth More le shield lag, le bâton irlandais qu'il avait porté le jour J. Tandis qu'il sécurise la plage, Tony Younger, chef des sapeurs, réalise que la sortie Mike Reid est barrée par un imposant cratère rempli d'eau, 20 mètres de large, 3 mètres de profondeur. Sauf qu'il est couvert de terre meuble et d'herbe. C'est à ce moment-là que le Churchill Havre indicatif One Charlie s'engage imprudemment et s'y enfonce. Les 6 membres d'équipage sortent et se font allumer par un mortier allemand. 4 membres décèdent et les 2 autres sont grièvement blessés. Un tank Fassing placé à l'avant du véhicule est poussé devant lui et un pont mobile est finalement posé au-dessus du char, comblant ainsi le cratère, permettant la sortie plus aisée de la plage. Ce pont sera remplacé par une structure plus solide et les Tommy vont le surnommer Pont Havre. Le pont verra les traversées de George VI, Winston Churchill, le vrai, pas le char, et de Gaulle. Le char a été enterré après le jour J et fut pratiquement oublié jusqu'à ce qu'il soit déterré et restauré par les ingénieurs français en 1976 et installé aujourd'hui pas loin de l'endroit où il avait disparu en 1944. Les 2 membres survivants de l'équipage et Tommy Younger étaient présents lors de la présentation officielle du char. Tommy Younger a lui reçu la DSO pour ses actions sur Juno Beach. Il a atteint le grade de major général et décède en 2010. De toutes les reliques qui parsèment aujourd'hui la Normandie, le One Charlie est une des rares reliques à être authentique de cette journée. Juno Beach est le débarquement le plus meurtrier des plages anglo-canadiennes et malgré cela, le Canada va rester le parent pauvre des commémorations et du devoir de mémoire du jour J. Il est absent des films connus et de nombreux récits sur le débarquement vont mettre Juno dans le même chapeau que Gold et Sword. Malgré le succès manifeste des Canadiens, car Juno Beach est un débarquement qui s'est plutôt bien déroulé, les Canadiens étant ceux qui ont, par leur audace et leur exploit, le plus progressé dans les terres normandes. En une journée, 21 000 hommes, dont 14 000 Canadiens et 3 200 véhicules, dont beaucoup de chars, sont déposés sur la plage. La première vague d'infanterie ayant débarqué sans le soutien des blindés a été très meurtrière sur l'ensemble des plages. Mais l'arrivée en retard des blindés a quand même permis de percer les lignes allemandes rapidement, entre 15 et 60 minutes après l'arrivée de la première vague. Les pertes totales de Juno sont de 1200 hommes mis hors de combat, répartis entre 961 Canadiens et 243 Anglais. Les pertes par régiment sont Queen Anne Rifles 143, Royal Winnipeg 128, North Shore 125, Regina Rifle 108. Régiment de la Chaudière 19 morts, mais je n'ai pas trouvé le chiffre des blessés. Si vous l'avez, mettez-le dans les commentaires s'il vous plaît. Les Canadiens, tombés le 6 juin et durant la bataille de Normandie, sont enterrés au cimetière canadien de Bény-sur-Mer. Les pertes allemandes ne sont pas quantifiées, mais au soir du 6 juin 1944, la 716e division n'est plus en état de combattre. Elle a pourtant, malgré sa qualité médiocre, tenu en respect, souvent en sous-nombre, les alliés qui déferlaient sur eux. C'est la combinaison infanterie-tank qui permet aux alliés de percer en de nombreux endroits. C'est là que l'on voit que la tactique voulue par Rommel de rejeter les alliés à la mer aurait sûrement été la bonne pour les Allemands. Si la 716e division avait été épaulée par une ou plusieurs divisions blindées, le résultat allié aurait été bien moins favorable. Encore que les alliés prévoyaient de nombreuses pertes. Pour Juno Beach, ils estimaient un risque de 5000 pertes pour la seule journée du jour J. Les objectifs de la journée, la ligne Helm a été atteinte et est fermement défendue. La jonction avec les Anglais de Gold est faite. Le 48e Royal Marine Commando est bloqué à Langrune-sur-Mer, mais ils ne sont pas responsables de l'abandon des plages Robey et Peters de Sword. Le WN-26 serait tombé s'il avait été pris des 2 côtés comme cela était prévu. La brèche entre Juno et Sword est comprise entre 3 et 6 km au soir. La ligne Hawk a bien été atteinte, mais abandonnée dans la soirée par manque de renfort pour tenir le point. Cette ligne sera le futur front entre les Anglo-Canadiens et les divisions de Panzer qui remontent aussi vite que possible vers le lieu du débarquement. Nous verrons dans le prochain épisode comment le débarquement va se dérouler sur la plage de Gold dans le secteur des Anglais du côté d'Arromanches. Je vous remercie d'avoir visionné cette vidéo. Laissez-moi un commentaire sur la vidéo et pensez à vous abonner pour ne pas rater les prochains épisodes de Temps de bataille sur le jour le plus long.